Au cours de cette vidéo, je vais présenter l'installation d'un serveur VMware ESXi 6.5. Ce serveur donc permet la virtualisation de systèmes d'exploitation serveur en entreprise. Donc avec VMware, je vais donc créer une nouvelle machine virtuelle typique. J'installerai le système d'exploitation plus tard et en fait, il existe dans la liste des modèles VMware un modèle ESX. Donc il nous propose une version 6.x qui correspondrait donc aux versions 6.5 et 6.7. Donc je vais prendre effectivement ce modèle. Donc là, je vais laisser le nom, ou je peux le changer si je le souhaite, comme d'habitude. Suivant. Il me propose donc un disque dur de 40 Go. Il faut savoir que les 40 Go d'un ESX par défaut ne servent pas à grand chose puisque dans l'absolu, en général, on n'installe pas les machines virtuelles dans ce volume, mais dans un volume réseau pour, je dirais, limiter enfin, agrandir plutôt les possibilités dans le cas de la mise en œuvre d'un cluster. Donc, chose qui arrivera dans une prochaine vidéo. Donc, je laisse la taille de 40 Go et je termine. Ici, on constate d'entrée de jeu que la mémoire allouée est de 4 Go. C'est le minimum nécessaire au bon fonctionnement et à l'installation d'un ESX, sachant que en production, 4 Go ne servent quasiment à rien, puisqu'en fait on ne pourra pas installer grand-chose dessus. Aujourd'hui, des serveurs ESX de production montent parfois jusqu'à 1 Tera de RAM. Les processeurs, on est bien sûr deux processeurs simple cœur qu'il est possible, si on souhaite, de modifier. Donc on retrouve le disque de 40 Go, le lecteur CD qui va nous servir pour mettre l'ISO de SX, et au niveau du réseau, je vais le laisser ce coup-ci en bridge pour bénéficier du DHCP sur mon réseau local. Donc ici, je vais pointer vers l'image ISO d'installation donc de SX. Donc il s'agit de la version 6.5 qui date du mois d'août 2019, sachant qu'il sera possible de la patcher après. Ok. Et je démarre donc cette machine virtuelle. Hop. Donc un autoboot. Ça c'est le chargement du setup donc de la machine ESX. Donc ça prend quelques secondes à charger. Voilà, l'installation est allée, enfin je dirais le launcher de l'installation est allé au bout. Donc ici on fait entrer, on accepte la licence. Il va vérifier les périphériques disponibles et le disque dur pour l'installation. On fait suivant, on choisit le clavier de la langue qui nous convient, un mot de passe pour le compte route qui nous permettra donc de nous connecter sur le système. Et on procède donc à l'installation en faisant F11 pour valider le lancement de l'installation. Donc l'installation dure quelques minutes, il y a un blocage voilà, aux alentours des 26-27%. C'est normal, c'est pas un vrai blocage, c'est que voilà, ça progresse plus lentement. Donc il faut patienter. Donc là on voit que l'installation a bien progressé, ça se termine. Donc à la fin, il suffit juste de valider hein, sur la fenêtre, qui va nous proposer donc d'éjecter le CD d'installation, mais il va le faire tout seul, donc pas d'inquiétude. Il va le remettre après, mais c'est pas grave. Donc on valide.
le serveur, donc ESX, va redémarrer. Donc le démarrage de l'ESX dure quelques secondes, hein, c'est pas très très long normalement. Et au bout de quelques secondes, donc on aura un affichage de l'adresse IP à laquelle on pourra se connecter pour administrer notre serveur. On pourra par l'occasion donc la modifier pour personnaliser donc l'adresse IP. Pour le moment, notre serveur sera normalement affecté d'une adresse IP automatique par le DHCP de mon réseau local. Voilà, donc à quoi ressemble donc un ESX une fois installé. Donc je constate que j'ai ici donc l'adresse IP qui me permettra de m'y connecter donc via une page web. L'adresse IP de boucle locale de local lien donc en IPv6 qui ne nous sert pas à grand chose pour le moment. Donc si je souhaite modifier l'adresse IP de mon ESX, il suffit simplement donc de faire F2 comme c'est notifié en bas, Customize System et Viewlogs. Donc ici je vais faire F2. Il va me demander de me connecter avec le compte route, le mot de passe saisi pendant l'installation. Si je fais des fautes comme d'habitude, ça marche pas. Hop. On attend quelques secondes et un menu apparaît dans lequel on peut faire un certain nombre de choses, changer le mot de passe si on le souhaite, configurer donc le réseau de gestion, c'est le réseau qui nous est affiché à la page précédente, redémarrer le réseau de gestion si besoin est, le tester, on peut restaurer les options réseau par défaut, etc. On peut configurer le clavier si jamais on s'était trompé, on peut avoir des options donc de troubleshoot comme activer le SSH, un shell distant, des choses comme ça. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la configuration du réseau. Donc Configure Management Network. Donc on peut configurer d'autres cartes réseau si jamais notre serveur en est équipé, ce qui est assez souvent le cas dans des configurations un petit peu plus avancées. Les VLAN, effectivement, qu'on peut également configurer si le besoin se faisait sentir. Et enfin, donc en dessous, l'adresse IPv4, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Donc IPv4 configuration. On voit que ici il nous dit Use Dynamic IPv4 Address on Network Configuration, puisque on est donc sur une configuration via DHCP. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est changer. Donc on descend sur Set Static IP Address et on fait Entrer pour valider cette option. On descend alors donc sur l'adresse IP. Alors attention, l'adresse est surlignée, une petite astuce. On va dessus, puis on va à droite. Et comme ça, on a juste les derniers caractères qu'on peut modifier si on le souhaite plutôt que de tout retaper. Bon, c'est une technique comme une autre. Ici, moi, je vais prendre la 150 qui est disponible sur mon réseau et le reste, je le laisse tel quel. Si ça me convient, je fais entrer. Et ici, je vais faire échappe. Appliquer les changements et redémarrer le réseau de gestion. Bah oui, yes. Donc là, voilà. Et du coup, je peux bel et bien faire échappe et revenir au menu de démarrage. Je vois bien que mon adresse IP est là 1.150. Il ne me reste plus qu'à aller dans un navigateur pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, sur mon navigateur, je vais taper l'adresse IP 1.150 et je valide. C'est une connexion HTTPS avec un certificat auto-signé, donc les navigateurs paniquent un petit peu, pas de souci, avancez, continuez vers l'adresse IP en question. Voilà à quoi ressemble la fenêtre de connexion de notre serveur ESX. Ici, donc, on va saisir l'identifiant route qui nous a déjà servi juste avant et le mot de passe qu'on a également utilisé pour la configuration de la carte réseau. Un message de bienvenue nous propose de rejoindre le programme d'amélioration du produit. Donc là, c'est libre à vous de choisir si vous souhaitez rejoindre ou pas ce programme. Donc là, je choisis de ne pas le rejoindre et je fais OK. Voilà à quoi ressemble donc la fenêtre d'un serveur ESX, la fenêtre de gestion web d'un serveur ESX.
Alors première chose, on voit ici qu'on a la chance d'avoir une version d'évaluation qui fonctionne pendant 60 jours, ce qui sera bien suffisant pour faire les exercices dont on a besoin dans les jours prochains. Donc on retrouve la version de l'ESX qui fonctionne, donc une version avec une build, alors avec des chiffres à rallonge. Il est possible de la mettre à jour avec une build qui date du mois de décembre 2019, et je crois que c'est la dernière en date de la version 6.5, hein. La version actuelle étant la 6.7, mais pour des raisons de simplicité et de compatibilité avec le matériel, j'ai choisi de prendre une 6.5. On voit à droite donc la partie CPU utilisée est libre. Même chose pour la RAM. Donc on voit déjà, hein, j'utilise 1 Go 4 de RAM sur les 4 Go. Donc on voit qu'il ne reste que 2 Go 5 de disponible pour mon ESX. Le stockage, je vois que sur les 40 Go que j'avais alloué, il me reste plus que 32,5. Donc en fait, il a dû créer une partition d'environ 8 Go pour stocker le système d'exploitation donc de SX, hein, qui pour rappel est basé sur un système Linux. Et donc en dessous, on retrouve un petit peu un détail hardware de l'équipement. On retrouve l'adresse IP, ou les adresses IP s'il y a de l'IPv6, l'adresse du serveur DNS, la passerelle, etc., etc. Donc ça, on retrouve une notion de data store, donc de stockage, on va y revenir un petit peu après. Et voilà un petit peu pour le dashboard du serveur ESX. À gauche, dans le bandeau de gauche, et c'est les bandeaux qui nous intéressent le plus, on va retrouver le bandeau machine virtuelle. Pour l'instant, aucune machine virtuelle n'est hébergée sur notre ESX. Stockage, on retrouve notre stockage, donc le data store 1, c'est par défaut sur tous les systèmes ESX depuis de nombreuses années. Le premier lieu de stockage est estampillé Datastore 1. Donc là ici, il est de type SSD parce que ma machine est équipée d'un disque SSD et ça a été reconnu comme tel. Il reste donc 32,5 gigaoctets. On se doute bien qu'avec 32 Go, on va pas stocker beaucoup de machines virtuelles, mais c'est pas très grave. Et enfin, la mise en réseau, pour l'instant, on a juste une mise en réseau VM Network et le Management Network, qui sont toutes les deux, je dirais, connectées un petit peu sur le même réseau. Voilà donc pour la mise à disposition, l'installation d'un serveur ESX via VMware Workstation.